Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la preuve du théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko qui nous dit que si vous avez des xi qui sont des variables iid et qu'on suppose par ailleurs que le maximum des xi moins bn divisé par an, où bn et an sont deux suites déterministes avec des an qui sont strictement positifs, donc ça c'était écrit sur la feuille juste avant, eh bien, on suppose que ce qui en résulte va converger en loi vers une variable z. On va identifier, en fait, le théorème de Fisher-Tippett-Gnedenko nous permet d'identifier la loi de z comme appartenant à soit la distribution de Weibull, soit la distribution de Gumbel, soit la distribution de Fréchet. Donc il y a trois lois possibles, et on va voir un petit peu d'où viennent ces trois lois. Et en fait, la connaissance de la preuve va nous permettre aussi de comprendre dans le chapitre suivant un certain nombre de propriétés qui vont nous permettre d'identifier les lois. Et donc, je pense qu'il faut un petit investissement au départ qui est de comprendre la preuve. Ça permet ensuite de mieux retenir les propriétés du chapitre suivant. Voilà, donc commençons. On part donc de l'existence de cette convergence en loi. Et ce qui va nous donner que la fonction de répartition associée à an-1 x chapeau n-bn va converger vers une certaine fonction de répartition qu'on va noter g. D'accord ? Donc on va supposer que cette limite-là, elle existe. Et en fait, ce qu'on peut écrire, comme d'habitude, c'est toujours le même calcul, c'est que la probabilité, mettons que la probabilité pour que an-1 x chapeau n moins bn soit inférieur ou égal à petit x, c'est aussi en mettant de l'autre côté les termes. Donc x chapeau n est inférieur à bn plus xan. Ce qui aussi va s'écrire, puisque dire que le maximum est inférieur à un seuil, ça veut dire que chacun des termes est inférieur à ce seuil. On va dire x1 est inférieur à bn plus xan à la puissance n, parce que en fait on a p de x1 est inférieur à ce seuil, fois p de x2 inférieur à ce seuil, etc. Et comme ils sont tous iid, ça nous donne cette puissance n. Et donc ça s'écrit aussi f de anx plus bn, le tout à la puissance n, et on suppose donc que cette limite existe étant vers un certain g de x. Donc quand on prend le log, il va nous rester n fois log de f de anx plus bn tend vers log de g de x. Comme ça tend vers plus l'infini. Du coup, on en déduit que ça, puisque on a quelque chose qui est une limite finie ici, on a que cette chose-là, donc log de f, de anx plus bn, ça tend nécessairement vers 0. Si ça tend vers 0, ça veut dire que dans l'argument du log, ça va tendre vers 1. Et auquel cas, on va pouvoir utiliser le fait que ln de u, lorsque u est proche de 1, est équivalent à u moins 1. D'accord ? Donc, du coup, on va avoir n fois f de anx plus bn, c'est-à-dire qu'on a remplacé en fait log de f par un équivalent qui est f moins 1, tend vers ln de g. Maintenant, plutôt qu'avoir cette limite-là, on va s'intéresser plutôt à la limite de, je prends l'inverse et l'opposé. Donc l'opposé va me faire 1 moins f de anx plus bn tend vers l'inverse et l'opposé, donc je vais avoir un moins. Okay ?
lorsque n tend vers l'infini. Bon, on a cette propriété-là qui est donnée finalement donc, comme hypothèse du théorème, et on voudrait pouvoir identifier la forme de G. Le problème, c'est qu'à gauche, on voit apparaître des n et on voit apparaître des an et des bn. Donc la dépendance en n est un peu compliquée, surtout que an et bn interviennent dans l'argument de f. Donc, du coup, à partir de la convergence de ça, pour tout x, on va obtenir la convergence en fait des arguments, avec une hypothèse de monotonie. On sait que g est croissant, 1 sur moins ln de x, lorsqu'on regarde l'application qui a x associé 1 sur moins ln de x, c'est aussi croissant. Et donc on obtient ici une fonction croissante. On va essayer d'inverser, donc normalement il faudrait faire l'inverse généralisé, mais comme on donne simplement les idées de la preuve sans tout faire rigoureusement, on va faire en sorte que tout se passe très bien, c'est-à-dire que l'inverse généralisé est la vraie inverse, la vraie application réciproque, etc. Donc on va regarder l'application réciproque associée à moins 1 sur ln de g de x, et puis l'application réciproque associée à ça, et voir ce que ça nous donne. En espérant qu'en faisant ça, en utilisant l'application réciproque, ça va nous permettre de dégager un petit peu plus facilement la dépendance en AN et en BN. Parce que pour le moment, la dépendance en AN et BN est dans l'argument de f, donc c'est un petit peu compliqué à sortir cette dépendance. Donc je reviens un petit peu pour avoir une base visuelle sur ce qui est fait dans le polycopier de cours. Donc là, c'est ce que je vous disais sur le log. Là, c'est ce que je vous disais sur l'équivalent de convergence qu'on a obtenu. Et maintenant, on a à calculer, comme je vous disais, l'application réciproque qui a x associe moins 1 sur log g de x. Donc on va regarder l'application réciproque de ça et l'application réciproque de ça. Donc commençons par le terme de droite. Donc on a dit que dans le terme de droite, on avait quoi? On avait la fonction moins 1 sur log de g de x. Et imaginez que vous vouliez avoir l'application réciproque de ça. Donc il s'agit d'écrire que ça est égal à u et d'exprimer non pas u en fonction de x comme c'est le cas ici, mais x en fonction de u, ce qui nous donnera l'application réciproque. Donc essayons de résoudre en x. Donc qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va faire donc moins 1 sur u est égal à log. Donc soit vous faites ln, soit vous faites log. Pour les mathématiciens c'est pareil, le logarithme n'a fait rien. S'écrit indifféremment pour les mathématiciens, soit en log, log ou ln. Donc on a ça, donc ça va nous donner g de x qui va être exponentielle de moins 1 sur u. Et on a dit qu'on devait aller jusqu'à obtenir finalement l'expression de x en fonction de u. Donc on va dire que x c'est g-1. Bon, g-1 c'est g avec une petite flèche là pour dire que c'est en fait l'inverse généralisé d'exponentielle moins 1 sur u. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le polycopier avec l'expression de d ici, qui est tout à fait là. d de x, c'est g-1 d'exponentielle de moins 1 sur x. D'accord? Donc on va faire la même chose un petit peu pour avoir l'inverse généralisé du terme de gauche qui était ce terme-là. D'accord? Donc revenons un petit peu à nos affaires. On avait le terme de gauche qui est 1 sur n fois 1 moins f de anx plus bn. Mettons qu'on veuille résoudre ça. Ça va impliquer qu'on ait nu facteur de 1 moins f
ANX plus BN qui est égal à 1. Donc on passe le NU de l'autre côté, ça me donne un NU ici. On passe le 1 moins, donc on va passer le F de l'autre côté, ça devient un plus F de ANX plus BN. Et j'ai pris soin d'effacer le F pour le passer de l'autre côté. Et puis je passe le 1 sur NU de l'autre côté, ça me donne 1 sur NU, qui est finalement égal à ce F là. Comme je veux isoler X et l'exprimer comme une fonction de U, ça va me donner ANX plus BN est égal à F moins 1 de 1 moins 1 sur NU. Autrement dit, je vais noter cette fonction U de NU, où U de T, c'est F moins 1 de 1 moins 1 sur T. Voilà. Et donc ça me donne finalement que X est égal à U de NU moins BN divisé par AN. C'est-à-dire que notre convergence qui était celle-ci va se traduire, donc on avait cette convergence là, ça va se traduire par l'argument de cette fonction à gauche va tendre vers l'argument de cette fonction à droite, et auquel cas, donc d'après ce qu'on vient de voir, U de n grand U de n petit u moins Bn divisé par An converge, parce que n tend vers l'infini, vers g moins 1 d'exponentielle de moins 1 sur u, qui était noté d de u. Bien, revenons à là où on en est dans la preuve. Oups. On remonte. Donc on voit apparaître effectivement cette limite-là qu'on vient de comprendre par le petit calcul. Et plutôt que de faire ça, on va s'intéresser à une limite lorsque, non pas n tend vers l'infini, mais t tend vers l'infini, où t est un paramètre cette fois-ci réel. Ça va nous permettre, ça va avoir certains avantages, parce que t étant réel, on peut, pour certaines fonctions, sous certaines hypothèses, utiliser de la dérivabilité, etc. Donc ce qu'on ne pouvait pas faire avec un n entier. Continuons. Je rappelle le but, c'est donner une expression à g, mais g, on est passé de la fonction g à la fonction d, donc on cherche à avoir une expression pour d, sachant l'existence de finalement deux fonctions b de t et a de t, telles que cette limite existe. Donc la première chose, c'est d'essayer de se... On a déjà b de t et a de t, c'est deux quantités absolument inconnues. On va essayer de s'en débarrasser, déjà avec b de t. Donc comment on va faire? On va regarder u de tx et on va lui retrancher u de t. On peut faire intervenir le u de t x moins b de t. On fait intervenir b de t en fait, et à condition de le faire intervenir à gauche et à droite, c'est-à-dire à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et finalement on voit la différence de deux termes qui ressemblent à ce qu'on avait ici. L'un pour x est égal à x et l'autre pour x égale 1. Donc on a la convergence de ça vers d de x et d de 1. De nouveau, on va poser une nouvelle notation. Ce d de x moins d de 1, on va l'appeler e de x. Avec comme particularité que e de 1, c'est d de 1 moins d de 1, c'est-à-dire 0. Donc on a une condition un petit peu, pas initiale, mais une condition qui est que e pris en l'argument 1 fasse 0.
Donc on est un petit peu content, un petit peu, parce que b de t a bien disparu, on n'a plus que ça, et on va essayer encore d'aller plus loin, de simplifier encore les choses. Parce qu'on a encore u, on a encore a, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va prendre cette limite-là, et on va le regarder, au lieu de regarder cette limite avec un x fixé, on va remplacer x par x fois y. Donc je remplace x par x fois y, j'ai u de t xy moins u de t divisé par a de t, et je fais intervenir un terme intermédiaire qui est ty. Donc là j'ai ty, u de ty qui apparaît, et comme je veux avoir des termes de ce goût-là, et si je fais apparaître un ty fois x, et là un ty ici et un ty fois x ici, je dois faire apparaître au dénominateur un a de ty. Donc le a de ty remonte aussi ici pour pouvoir faire en sorte que le terme soit correct. Et je divise par a de t puisqu'on avait un a de t ici. Bon, ce faisant, on avait quand même introduit ce terme intermédiaire u de ty qu'on le compense ici pour rendre l'équation juste. Le moins de ut, c'était le même moins de ut que celui qui était là. Et on divise par a de t. Donc on voit apparaître quoi comme terme? Un premier, donc je vais effacer pour y voir un petit peu plus clair. Et je vais mettre les termes qu'on voit apparaître en bleu, mettons. On a un premier terme qui est ce terme-là, et celui-là va tendre vers e de x. Pardon, celui-là va tendre vers e de x. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait u de x multiplié par ty moins u de ty. Donc c'est comme si vous aviez posé t' est égal à ty, et on a divisé par a de t', d'accord? A de ty et a de t'. Donc tout ça, ça tend vers e de x. A de ty sur a de t, ça, on va poser ça par définition, la limite, lorsque t tend vers l'infini, on va poser que ça vaut a de y. Et ici, ça tend tout simplement vers e de y, donc on a ce terme-là. Tandis qu'à gauche de l'égalité, on a la convergence de cette quantité-là vers e de xy. Donc bien, on est plutôt content. On a l'expression d'une limite e de xy, en fait, de la limite e de xy, c'est e qui nous intéresse, hein, parce que comme on s'intéresse à g, à partir de g, enfin, on peut obtenir g à partir de d, et on peut obtenir d à partir de e. Donc e donne une équation ici, mais il y a un a qui apparaît. On continue. On veut avoir une expression pour a. Donc, comment on fait? On fait a de xy, un peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure avec e. Eh bien, a de xy, c'est cette limite-là. A de t xy divisé par a de t. On introduit le terme intermédiaire ty, et de nouveau, ça va nous faire deux limites. Une première limite qui est celle ici, a de t de xy divisé par a de ty. Donc on voit qu'il y a juste un x de différent entre le numérateur et le dénominateur. Donc ça va tendre vers a de x. Et puis le deuxième, a de ty divisé par a de t, celui-là, il va tendre vers a de y. Donc on a a de xy est égal à a de x, a de y. Et est-ce qu'on a une valeur particulière? Ben, vous faites a de 1. A de 1, vu la définition de a, si on revient à la définition de a qui est ici, imaginez vous prenez y est égal à 1. Dans ce cas-là, on n'a plus que a de t divisé par a de t, ce qui fait 1. Donc a de 1 vaut 1. Bien, maintenant, a de 1 vaut 1, et on est avec quelque chose qui est sous la forme a de xy. Donc on va essayer de résoudre la chose suivante. A de xy vaut a de x, a de y. A de 1 vaut 1.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on dérive par rapport à x? Donc c'est une équation fonctionnelle, sauf que c'est pas une équation différentielle, hein, c'est pas juste a prime à seconde, pris en le même argument. On a simplement des arguments qui sont différents. Parfois l'argument c'est x, parfois c'est y. Donc on a quel que soit x, y ici. Et ce qu'on peut faire, c'est dériver par rapport à x, par exemple. Quand je dérive par rapport à x, j'ai a' de x, y. Comme je dérive par rapport à x, c'est comme si y était constant. Et là, j'ai un y qui vient. C'est égal à a' de x, a de y. Une fois que j'ai dérivé par rapport à x, je vais prendre une valeur particulière. Donc on est toujours avec quel que soit x, y. Et je vais prendre la valeur lorsque x vaut 1. Ça me donne a' de y est égal à a' de 1. A' de y fois y est égal à a' de 1, a de y. Bon, ce qui est bien en ayant pris x qui vaut 1, c'est que l'argument devant a ou a', c'est toujours le même argument qui est y. Et du coup, ici, on est content, on a une écriture de a' de y sur a de y est égal à une constante a' de 1 divisé par y. Donc ça, pour revenir un petit peu à là où on en est, donc c'est ici, on a fait cette écriture là, a' de y, donc là ça a été un petit peu coupé, mais c'est a' de y divisé par a de y est égal à a' de 1 sur y. Et là, ce que je dis, c'est que a de y, c'est y puissance un certain xi, puisque nous avons a de 1 qui vaut 1. Donc on va vérifier cette chose-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire effectivement notre équation? On a cette équation-là avec la contrainte que a de 1 vaut 1. Donc a' de y sur a de y, on a repéré que c'était du log de a de y, est égal à a' de 1 log de y, c'est-à-dire en fait on intègre, hein, plus une constante c. Donc en intégrant à gauche et à droite, on obtient cette quantité. Donc si je veux récupérer, en déduire a de y, ça me donne a de y est égal à exponentielle de cette quantité-là. Donc ça me donne y à la puissance a' de 1 fois exponentielle de c. Je prends la contrainte que a de 1 fait bien 1. Et donc si vous prenez a de 1 qui fait 1, ça veut dire que exponentielle de c vaut 1. Donc du coup, ça implique que a de y, c'est un y puissance a' de 1. Donc on peut appeler cette constante a' de 1 xi. Donc tout dépend de xi. Là on a vraiment travaillé sur l'équation, on est arrivé quasiment jusqu'au bout, on a obtenu l'expression de a de y sous forme de y puissance une certaine constante. Cette constante appartenant à R. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va redéplier en sens inverse. Hein. On va revenir sur les équations que nous avions obtenues précédemment en fonction de A. Donc la première équation est celle-là. Puisqu'on a l'expression de AY, on le remplace. Donc on a E de XY est égal à E de X, Y puissance Xi plus E de Y. De nouveau, c'est une équation donc avec la contrainte E de 1 qui est égal à 0. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. On l'avait vu ici. Donc là, c'est quelque chose qui est valable quel que soit x, y. Donc on va essayer de le résoudre. Dans un premier temps, on va regarder le cadre où xi est différent de 0. Si xi est différent de 0, je vais dériver
de nouveau par rapport à x et prendre une valeur particulière de x comme on l'avait fait tout à l'heure avec a. Donc quand je dérive par rapport à x, y est considéré comme une constante, donc il sort. Il y a y e' de xy. Je dérive e de x, ça me donne e' de x. J'ai y à la puissance xi qui reste, puisque y est fixé. Et puis le deuxième terme, plus e de y, celui-là, quand je dérive par rapport à x, ça me fait 0. Donc comme tout à l'heure, je prends x égale 1 pour avoir le même argument devant le prime. Donc on a e' de y fois y. D'accord? E' de y fois y est égal à e' de 1 fois y puissance xi. Donc e' de y en isolant, ça me donne e' de 1 y puissance xi moins 1, parce que vous avez passé un y de l'autre côté. D'accord? Donc on a deux possibilités qui peuvent arriver. Ah non, on n'a pas deux possibilités. On a l'information que e' de 1 est positif. Pourquoi? Parce que d est croissant. D'accord? D est croissant. Pourquoi est-ce que d était croissant? Parce que d, je le rappelle, c'était ça. G est une fonction croissante. 1 sur log G est décroissant, mais comme il y a un signe moins, ça devient une fonction croissante. Donc du coup, d est obtenue par la fonction réciproque d'une fonction croissante, elle reste croissante. Donc d est croissant. Comme d est croissant et que e de x, c'est d de x moins la constante d de 1, du coup on en déduit que e est croissant. Si e est croissant, ben, la dérivée est positive. Et là, je regarde la dérivée en 1, donc c'est positif. Donc finalement, on a e de y qui s'écrit comment? Comme une certaine constante. Alors, je reviens, donc on a l'écriture de e'. Revenons. Donc l'écriture de e' de y sous forme de... qu'est-ce qu'on a dit? On avait un y puissance xi moins 1 et on avait e' de 1 qui est une constante positive. Donc ça veut dire que e de y va s'écrire comme e' de 1 y puissance xi sur xi, d'accord, plus une constante d. Ah non, pas d, il ne faut pas prendre d, plus une constante bêta. D'accord? Où cette constante-là est strictement positive. Donc maintenant, si je reviens au cours, ah oui, on a une contrainte aussi, on veut que ça s'annule exactement au point, ça s'annule pas, on veut que ça vaille la valeur, si, ça s'annule, puisqu'on avait la contrainte que e de 1 valait 0. Donc je rappelle la contrainte ici, e de 1, e de x c'était d de x moins d de 1, donc e de 1 c'est d de 1 moins d de 1 qui vaut 0. Donc si vous voulez que ça vaille 0, en 1, ben, votre bêta sera choisi de bonne façon pour que ça vaille 0, et ça va être forcément quelque chose qui va s'écrire comme ça, e' de 1, y xi, donc je vais prendre un facteur xi ici, moins 1. Pourquoi? On a rajouté en fait, c'est comme si c'était e' de 1, y xi sur xi, plus une constante, de telle sorte que quand vous prenez y qui vaut 1, ça fasse bien 0. Ici, ça fait bien 0 lorsque y vaut 1. Donc cette constante-là, je l'ai appelée dans le cours petit c, qui est donc une quantité qui est positive, strictement. Donc on a c sur xi,
on se trouve ici, à cette position-là. On a c sur xi, y puissance xi moins 1, le tout divisé par xi. Bien, on continue. Alors, du coup, une fois qu'on a l'expression de E, eh bien, on peut avoir l'expression de D. Donc, je rappelle du coup ce qu'on avait. Donc, ça, c'est par définition de D, hein, c'est G-1 de cette quantité. Et aussi, par définition de E de Y, c'est D de Y moins D de 1. Donc, dit autrement, ça donne D de Y est égal à D de 1 plus E de Y. Et en remplaçant par ce qu'on vient de trouver, on a ça plus une certaine constante bêta. Donc je ne précise pas quelle est la constante bêta, mais on a une écriture comme celle-là. Donc là, on a presque terminé. On va regarder, je vous rappelle que c'était G qui nous intéressait. Donc on va prendre un G-1 de part et d'autre de l'équation. Ça me donne exponentielle de moins 1 sur Y. Et là, en appliquant, non pas en appliquant G-1, mais en appliquant G plutôt, on a G de C, Y, xi divisé par xi plus bêta. Ça, on va noter ça X. Et pour le coup, on résout le fait que X est égal à cette quantité-là en fonction de Y, ou Y, ça revient à Y, est égal à cette quantité-là en fonction de X. Et là, c'est un petit peu gagné, parce que si vous avez ça en fonction Y en fonction de X, vous pouvez remplacer notre écriture. Ici, on avait G de X. Et là, je vais remplacer le Y qui se trouve là par sa valeur donnée ici. Et ça me donne G de X qui a une expression de cette forme-là. Donc finalement, si on résume, G de X a une expression qui est très généralement ça. Et on veut aussi que cette quantité-là soit bien strictement positive. Pourquoi on veut ça? Parce qu'on va mettre à une puissance qui va être réelle quelconque. Donc moins 1 sur xi, xi étant un réel quelconque différent de 0, ça donne quelque chose qui n'a de sens que à condition que l'argument ici 1 plus xi x est positif. D'accord? Parce que si vous mettez un x puissance alpha, avec un alpha réel, ça s'écrit comme exponentielle de alpha ln de x. D'accord? Donc on veut que x soit positif. Voilà. Hop. Ok, très bien. Et maintenant, tout dépend de... Pourquoi est-ce qu'on a trois lois? C'est simplement le cadre où xi prend une valeur négative. Là, on a un changement de variable à faire. Pris xi prenant une valeur négative, c'est ce qui correspond à la loi de Weibull. Xi prenant une valeur positive, donc là, on prend un alpha strictement positif quelconque. Là, on obtient la loi de Fréchet. Et le cadre xi nul, si xi est nul, donc ça c'est le cadre, tout à l'heure on avait regardé simplement le cas où xi est différent de 0, c'était ici qu'on avait considéré ce cas-là. Donc si xi est nul, effectivement on peut avoir une expression de e de x. Donc vous pouvez vérifier, vous, en reprenant les calculs, que e de x c'est c fois log de x, où c est une constante positive. Et en intégrant, on obtient la troisième loi des extrêmes, qui est la loi de Gumbel, avec un g de x qui s'écrit comme celui-là. Bon, est-ce que vraiment c'est surprenant que cette loi-là est différente? Non, il suffit de prendre ce h de x. Ce h de x est une fonction qui dépend de xi, et on peut essayer de regarder vers quoi tend cette fonction lorsque xi tend vers 0. Donc on va le faire là. On a un h de x qui a une expression en fonction de xi qui est exponentielle. Donc je reprends l'expression, je vais le mettre là. Oups. C'est exponentielle de moins 1 plus xi x
à la puissance moins 1 sur xi. Donc, on va regarder vers quoi peut tendre cette quantité lorsque xi tend vers 0. Donc exponentielle de moins, et là je vais encore prendre un exponentiel, donc moins 1 sur xi ln de 1 plus xi x. Donc xi tend vers 0, c'est ln de 1 plus un petit epsilon, donc c'est équivalent à xi x. Et là, pour le coup, on va avoir quelque chose qui est à peu près de l'exponentielle de moins. Et là, on a xi x divisé par xi, donc le xi s'en va, qui est cette quantité-là. Donc exponentielle de moins x. Et ça, c'est très précisément ce qui est écrit ici, exponentielle de moins x, c'est-à-dire la fonction de répartition d'une loi de Gumbel. Alors pour terminer le chapitre, on a effectivement une définition qui sont que une loi est max stable si et seulement si, quand je regarde le maximum des WI ou des WI sont IID suivant la loi L0, eh bien le maximum des WI moins BN divisé par AN est distribué à la même loi que L0. C'est-à-dire qu'on part d'une loi L0, on prend le maximum moins BN divisé par AN et on obtient de nouveau exactement la loi L0. Donc ça, c'est la définition d'une loi max stable. Voilà, il nous reste le dernier chapitre qui concerne le domaine d'attraction. Donc il faut définir un petit peu ce que c'est que le domaine d'attraction et ça, on va le voir dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention.